La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aritea Rossignol a grandi bercée par les saveurs de la Polynésie française. Le poé banane, la tarte aux pommes de sa grand-mère et la vanille de Tahiti sont donc des saveurs qui ont marqué ses souvenirs. Pâtissier instinctif, Aritea aime observer les cuisiniers travailler pour s'inspirer de leurs meilleures techniques. Aujourd'hui, chef pâtissier exécutif pour les restaurants Alain Ducasse en Asie, il partage son temps entre différents pays, du Japon à la Corée du Sud. Son inspiration, il la puise dans les voyages, les rencontres et la diversité des cultures culinaires. Bonne écoute! Bonjour Aritea, Bonjour Léa, comment vas-tu? ça va bien et toi? Bah écoute, ça va aussi, je suis très contente de pouvoir discuter avec toi. Et pour commencer, j'avais envie de connaître un petit peu ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? Ce que je répète souvent, moi, c'était la tarte aux pommes sortie du four de ma grand-mère qui refroidissait un peu et la glace vanille qui fondait dessus et le mélange des deux, pour moi, c'était la perfection. OK, donc alors la tarte aux pommes, elle y est souvent, mais c'est vrai qu'il y a pas autant de enfin, on ne dit pas tout souvent avec la glace à la vanille en plus. Ben, moi, Toi, c'était vraiment le rituel? je viens de Polynésie française, du coup, la vanille, ça a aussi un peu bercé mon enfance, donc à chaque fois que je goûte un dessert à la vanille ou que je sens l'odeur de la vanille, ça me rappelle forcément tous mes souvenirs d'enfance et mes origines. Et il y a une vanille en particulier qui te fait ça? Bon, pour moi, celle de Tahiti, c'est ma préférée, c'est Best One. Et après, j'aime beaucoup la vanille givrée en ce moment de Papouasie aussi, qui est intéressante. OK, je connaissais pas. C'est il y a quoi enfin, qu'est-ce qui va varier dans cette vanille-là? Un côté un peu plus, je dirais pas piquant, mais un peu plus euh, presque torréfié, mais vraiment très, très plus puissant en bouche, alors que la vanille de Tahiti est beaucoup plus grasse, beaucoup plus ronde, donc Ouais, c'est beaucoup plus gourmand. OK. Est-ce que enfin, c'est quoi plutôt le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi? Généralement, on mange très bien dans les repas de famille, donc pour clôturer le repas, je dirais plutôt un dessert assez léger. En été, plutôt des fruits avec un peu de sirop ou de crème. Ou l'hiver, une tarte normande ou une clafoutis aux cerises, quelque chose de très, très réconfortant, très, très convivial, facile à manger et facile à terminer aussi. Mais toujours des fruits, du coup? Moi, je suis très fruits. Après, j'adore aussi tout ce qui est fruits secs, mais de base, ça rejoint aussi mon enfance en Polynésie, c'est que en été ou selon la saison, j'allais dans les arbres et j'allais cueillir les fruits directement et je les mangeais avec ma famille juste derrière. Donc ça me rappelle beaucoup ces moments-là aussi. Il y a plein de choses du coup dont j'ai envie de parler avec toi, mais du coup peut-être, qu'est-ce qui t'a amené vers la pâtisserie? Plusieurs choses. La première, c'est que je voulais être à la base de cuisinier. Donc j'ai fait un stage, j'avais 17 ans, un stage dans le sud de la France où je faisais mon stage en salle. Donc pour moi, c'était l'enfer parce que, enfin, j'adore les serveurs, mais c'est pas du tout ce que j'aimais faire. Donc, à, à laver les couverts, enfin, à porter les plats sur la table, à expliquer. Moi, j'étais très timide à l'époque, donc, et du coup, quand j'allais chercher les plats en cuisine,
c'était 40 degrés, le chef un peu à l'ancienne qui balançait des casseroles et des Ouais. culs partout. Et en pâtisserie où c'était beaucoup plus, on va dire, organisé, soigné, précis, calme. Et je pense que j'ai choisi la pâtisserie à ce moment-là pour mon tempérament et pour ma façon d'être à ce moment-là. C'est ce qui m'a plus plu quand j'ai vu les deux mondes en face de moi, en fait. Et au départ, du coup, qu'est-ce qui faisait que enfin, je sais pas trop comment dire, mais Heu, donc il y a eu cette image de la pâtisserie un peu qui t'a plus attiré sur le côté très, du coup, bah, plus calme, plus carré et cetera et moins, dans plein feu et tout. Mais après qu'est-ce qui t'a parce que du coup, j'imagine quand même qu'une fois que tu te lances là-dedans, donc déjà tu passes du côté de la salle à la cuisine. Heu, qu'est-ce qui t'a continué à te plaire dans, tu vois, dans le sucré en particulier? On va dire c'est un peu la technicité au début d'apprendre une nouvelle chose et une autre et une autre et s'enrichir professionnellement. Moi, j'ai trouvé ça très inspirant en termes de valeur et de ce que ça apporte aussi dans ta vie plus tard. C'est que si tu aimes bien ce que tu fais, ben, fais-le à fond. Donc, le côté très précis, très technique, très rigoureux et surtout, plus tu évolues et plus tu as de responsabilités. Et ce côté-là où une étape en amène une autre. Et c'est ce côté-là, en fait, que j'ai beaucoup aimé dans ce métier. Et le côté sucré, moi, je suis plus salé que sucré, mais la précision dans la pâtisserie, c'est ce qui m'a plu aussi. OK, donc tu fais partie de ces pâtissiers qui finalement, à manger préfèrent, quand même le salé, mais à travailler le sucré. Après, j'adore cuisiner aussi. Je me fais plaisir quand je suis à la maison, quand je reçois des amis, à leur faire plaisir en cuisinant. Et je rejoins un peu dans ma pâtisserie, j'essaie de joindre aussi la cuisine énormément. C'est-à-dire, je passe beaucoup de temps en cuisine avec les chefs, à goûter leurs sauces, à goûter leurs condiments pour un peu prendre ce que j'ai à prendre dans leurs idées, leur façon de faire pour les intégrer après dans la pâtisserie. Ça, est-ce que tu as un exemple, peut-être du premier dessert où ça t'a vraiment fait ça, tu vois? Te dire, OK, tu as vu telle technique ou tu as vu telle façon de travailler tel produit côté cuisine et du coup tu l'as réutilisé en pâtisserie? La première fois, je pense que ça a été quand j'ai vu leur façon de faire les sauces, sauce bœuf, sauce viande, et je m'en suis inspiré pour faire une sauce à base de muscat, un peu avec, ils font des sauces pigeons aussi, un peu avec ou chevreuil avec du chocolat. Donc j'ai voulu faire un dessert cerise, chocolat et faire un peu flamber du gruyère de cacao avec un peu de cerise pour apporter un peu de d'amertume et de puissance en fait dans le jus pour déclencher un peu un tout une fois que le jus est servi avec le dessert en fait. OK. Justement d'ailleurs en parlant de création, c'était quoi les saveurs de ta toute première création? Enfin la première dont tu te souviennes? La première dont je me rappelle, je pense que c'était framboise et thym, tarte framboise et thym, ouais. Au Meurice, quand j'ai pris le poste de sous-chef pâtissier, ouais, c'était une des premières que je me rappelle. Et la dernière pour faire un petit peu, le parallèle, voir tout ce qui a évolué. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais que tu Euh, jamais pensé faire à l'époque? En ce moment, le dernier que je me rappelle qui m'a marqué, c'est le dessert 100% en vanille. Donc justement avec la vanille givrée de Papouasie. Et, euh, et en fait, c'est vraiment 100% vanille. On a du crémeux, de la glace, un sablé, des morceaux de pain de mie enrobés dans du caramel vanille, des tuiles vanille et une sauce réduite à la vanille. Et j'adore Jordan aussi, ce qu'il fait dans la photographie. Et il n'était pas là ce jour-là, donc j'ai shooté avec un autre photographe. Et ce qui m'a plu aussi dans ce dessert, c'est la direction artistique en fait que j'ai prise pour prendre la photo de ce dessert. C'est-à-dire? La position du plat, de la sauce, des accompagnements et de la façon dont j'ai demandé au photographe de prendre la photo pour un peu sublimer le dessert, comme font certains photographes. Donc ça m'a
ça m'a aidé aussi à aimer ce dessert en plus. OK. Oui, le rendu visuel, final, enfin, le rendu visuel de la photo en particulier, Mhm. te fait dire: «C'est un des desserts dont je suis fière». Exactement. Et du coup, pour ce dessert-là, tu as utilisé que de la vanille givrée? Oui, parce que là, on le sert au restaurant gastronomique à Muni, à Kyoto. Et je voulais partir sur celle-là pour plus une découverte que la vanille de Tahiti. Moi, je l'adore, mais elle est assez commune. Enfin, commune dans les pâtisseries, on va Oui. dire, mais dans, dans le côté un peu découverte dans un restaurant étoilé, c'est plus celle-là que je voulais faire, que je voulais amener. Non, mais c'est rigolo parce que j'ai l'impression que enfin, la plupart du temps, quand c'est des desserts à la vanille, on va quand même mixer plusieurs vanilles, justement en se disant, on peut faire le crémeux à une vanille en particulier, mais une autre préparation avec une autre vanille. Et je trouve ça assez rigolo de, du coup, travailler une seule vanille aussi. Et je pense que ça fait ressortir beaucoup le goût de cette vanille-là en particulier, quoi. Ouais, je pense que si j'avais mélangé un peu trop de vanille, je pense que le client, que ce soit peut-être quelqu'un d'expérimenté ou un simple amateur, je pense qu'il aurait eu du mal, même moi, à faire la différence entre un Ouais. crème à la vanille de Tahiti et un autre sablé à la vanille de Madagascar. Donc, le but de ce dessert, ça a été vraiment de cibler une vanille et vraiment de la pousser à fond dans toutes les textures et tous les goûts qu'on puisse amener, quoi. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi, du coup, quand tu crées un dessert? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Quel marqueur on doit retrouver? Tu vois, genre, enfin, Euh, J'aime bien apporter de la technique au dessert, mais j'aime bien le rendre simple aussi. J'aime bien qu'on me dise, ouais, le dessert, il est beau, on n'a pas envie de le toucher, limite de le manger. Mais à l'inverse, je préfère aussi qu'on me dit, ouais, l'assiette, elle est arrivée devant nous, on n'a pas résisté, on a mis le coup de cuillère. Donc, le visuel joue beaucoup aussi dans les desserts. Et après, dans le goût, c'est vraiment quelque chose de franc, de poussé aussi, je trouve, dans les desserts. Qu'on puisse s'en rappeler, ne pas faire un simple dessert pour se faire plaisir aussi, essayer en tout cas de provoquer des émotions. Dans dans la plupart des créations, ouais, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. et à quel moment, dans ta carrière, tu t'es pris, entre guillemets, «ta plus grande claque de saveur»? C'est-à-dire le moment où tu as compris enfin, tu vois, tu as compris qu'on pouvait faire plein de choses, qu'on pouvait aller sur plein d'ingrédients aussi, qui pouvaient changer. Enfin, tu vois, ou comment dire? Où le champ des possibles un petit peu s'est ouvert à toi en termes de saveur, de goût et même de créativité dans les desserts. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui Je pense que ça s'est pas fait d'un coup. Ça a pris du temps et je pense que c'est énormément en fait dans les plats de cuisinier que j'ai pris un peu mes sources dans le sens où pareil toujours un condiment, une sauce, la façon de cuire un peu le plat principal. Euh, Ça a apporté en moi en fait des envies en fait de reproduire ce que je voyais dans l'assiette en cuisine, de le refaire en pâtisserie en fait. Donc c'est pour ça dans mes créations, j'ai un côté assez instinctif où je pèse jamais ce que je fais. C'est que je prends ça, je mets un peu de vinaigre, je goûte, je rassaisonne et derrière j'arrive et j'essaye de trouver l'équilibre pour que le dessert soit un peu d'acidité, un peu d'amertume, qu'il y ait un peu de tout, mais qu'au final, on reste quand même sur un goût très franc du produit de base. c'est vraiment la cuisine, du coup, qui t'inspire énormément? Ouais. Ce que je disais, c'est que j'aime beaucoup les techniques en pâtisserie. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire. Et après, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie, pour moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le champ des possibles en termes de saveurs, de combinaisons de saveurs qui sont juste illimitées. Donc, je pense qu'il faut prendre un peu dans chacun des domaines, que ce soit la cuisine ou la pâtisserie, pour soit se perfectionner ou soit chercher des produits ou des saveurs qu'on ne connaît pas à travers l'un et l'autre. Et
Donc aujourd'hui, tu es chef exécutif pour les restaurants Alain Ducasse en Asie. Ouais. Qu'est-ce qui, du coup, t'a, donné envie aussi de, partir? Parce que donc on est d'accord que tu as fait tes études et tes armes en France, métropolitaine. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné ensuite envie de partir, du coup, en Asie? En fait, j'ai toujours aimé voyager. Donc, les moments où j'étais à Paris, dès que j'avais des vacances, je prenais l'avion et je partais soit le plus loin possible, soit à côté, mais je partais souvent, très souvent. Euh, L'Asie, j'avais déjà fait une fois au Japon et à Bali en vacances. Donc le Japon, la première fois, j'avais adoré. Je l'avais dit en rentrant sur Paris aux équipes au Meurice, je pourrais vivre au Japon pour la nourriture et pour la propreté Ouais. de tout. Donc c'est un pays qui m'a toujours attiré. Donc là, ça fait un peu plus de 2 ans que j'y suis. C'est pareil, je trouve qu'il y a énormément de choses à voir, à découvrir. Et je trouve ça tellement l'opposé de la France ou de l'Europe, de ce qu'on connaît, que je trouve ça limite fascinant de, de voir cette différence de culture entre deux pays. Ça me fascine. Donc, et le fait de bouger en Asie, de faire un peu Bangkok, la Thaïlande, Séoul, Macao, ça me permet aussi de m'inspirer et de prendre un peu de ce qu'il y a dans chacune des cuisines ou des pâtisseries traditionnelles, de ce qu'ils font pour moi synthétiser, le récupérer, de le ramener dans les desserts au Japon ou dans les pays que je visite. Et est-ce que, t'as dû, adapter du coup ta pâtisserie? J'imagine que, on travaille pas on travaille pas exactement, enfin pas qu'on travaille pas les produits de la même façon, mais j'imagine que le palais, est pas le même et les attendus là-bas sont pas les mêmes qu'en France métropolitaine, par exemple. Du coup, comment est-ce que, déjà tu t'es imprégné de tout ça pour comprendre un petit peu où aller? Et concrètement, qu'est-ce qui change aussi par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire? Je pense qu'au départ, ça a été mon rôle aussi un peu de faire goûter un peu aux équipes qui sont principalement japonaises, donc d'avoir un peu leur retour, d'avoir les premiers retours clients sur les desserts et en fait de comprendre déjà de base ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Donc l'acidité, par exemple, pour les Japonais, c'est pas quelque chose qu'ils apprécient à forte dose. C'est par OK. parcimonie, ça peut aller, mais le très acide, c'est pas pour eux, c'est pas gourmand. C'est pas nous une tarte citron quand elle est bien acide. Ouais. Enfin, certains n'aiment pas, mais moi j'adore aussi. Donc le côté sucré aussi, ils aiment pas trop le sucre. Donc ça c'est plus ou moins calqué avec la France. Euh, Contrairement à la Thaïlande où ils mangent les desserts un peu plus sucrés. Donc, c'est d'abord d'écouter, de comprendre et ensuite de viser au mieux possible en fait le dessert en fonction de l'attente du palais de la ville ou du pays où je suis. Oui, et du coup, là, même entre tous les différents pays, où tu travailles, tu dois à chaque fois, enfin, les curseurs à chaque fois sont pas les mêmes? Ouais, c'est ça. Donc, c'est mon rôle aussi de m'adapter avec les chefs pâtissiers sur place et qui eux aussi connaissent bien le marché puisque certains y vivent depuis 2 ans, 3 ans. Donc, on discute ensemble, on échange pour pouvoir aussi s'apporter des choses, que ce soit moi ou que ce soit eux, vers ce côté-là où connaissent un peu plus peut-être ce que les Japonais apprécient ou non. Donc, c'est juste une histoire d'échange aussi. À quel niveau est-ce que ça va t'inspirer tout ça justement? Le fait d'être dans un nouveau pays, de découvrir, des nouveaux produits, et du coup d'avoir aussi, enfin, j'ai pas envie de dire une façon de penser différente, mais puisque du coup le résultat doit pas être le même, les curseurs sont pas les mêmes et cetera, je pense qu'il y a quand même aussi une façon de réfléchir qui est, enfin une approche, tu vois, du dessert final qui est forcément un peu différente, en se disant: «Bah, je peux pas juste faire la même chose en se disant: Bah, je fais moins sucré, moins ci, moins ça, plus ci, plus ça». Mais du coup, tu le penses tout de suite différemment, non? Ouais, je pense que une de mes plus grandes forces, c'est de m'adapter un peu à l'endroit où je suis en fonction des attentes et j'arrive aujourd'hui, en tout cas, facilement
à comprendre directement quand je vais faire un dessert au Japon, à Bangkok, à me dire, ah oui, ici, c'est un peu plus de ça, c'est pas du tout de ça. Et, euh, et après, j'arrive à vraiment synthétiser pour rendre le dessert, en tout cas, le plus adéquat euh, au menu ou au pays. Donc, mais je m'inspire énormément de ce que je vois, de ce que je goûte, de ce que je sens. Donc, je suis dans un univers, en tout cas en Asie, et le fait de bouger qui me fait gagner énormément de temps sur mon métier aussi, de découvrir des choses, enfin, beaucoup de choses et de pouvoir naviguer en fait entre différents univers. Ça m'apporte énormément. Qu'est-ce que tu as découvert, justement, appris ces dernières années? Tu vois, qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, je sais pas, que ce soit des produits en particulier que tu as découverts et qui t'ont vraiment plu et enfin, ou des techniques ou je sais pas. Dans les produits, je pense que soit aujourd'hui ou dans quelques années, j'aurai toujours cette envie de découvrir d'autres choses, d'autres ingrédients. Donc, en particulier en Asie, bah forcément, je découvre un peu les saveurs d'ici, mais je pense que ce côté de voyage, c'est ce qui m'a plus apporté, c'est aussi personnellement de prendre du recul aussi sur mon métier, de réfléchir différemment sur certaines créations de desserts, de simplifier aussi. J'ai la chance de bosser, de travailler avec Alain Ducasse et avant Cédric Grolet, donc j'ai deux monstres au-dessus de moi et j'essaye aussi de récupérer leur façon de voir les choses, leur façon de pâtissier ou de cuisinier pour récupérer un peu tout ça et faire le mieux possible dans les desserts, en tout cas, des restaurants. Ça fait combien de temps du coup que tu es là-bas? Ça fait un peu plus de 2 ans. Et après, est-ce que tu as envie de justement d'aller découvrir, des pays complètement différents? Je sais pas, par exemple, l'Amérique latine ou enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais des cultures qui vont être, encore plus différentes ou, je sais pas, de te poser plutôt, sur un pays justement pour développer le truc à fond. Enfin, je sais pas, du coup, comment tu le ressens, mais est-ce que ça peut pas aussi des fois être un peu frustrant de se dire que comme tu bouges aussi, assez régulièrement et que à chaque fois, faut se réhabituer. Du coup, est-ce que tu as vraiment le temps de creuser à fond, heu, une seule culture enfin, tu vois, une culture et une façon de faire et Ben, je vois ce que tu veux dire. Après, je m'occupe des restaurants en Asie, mais je suis principalement basé au Japon. Donc, ouais, donc je suis à Tokyo et la- au niveau de la pâtisserie ou de la cuisine japonaise, là, bien sûr, j'ai encore des choses à voir, mais dans mes week-ends ou quelques jours de repos, bah, je pars un peu en vadrouille au nord, au sud, et je vais voir un peu ce qu'ils font et goûter leurs spécialités, les traditions qu'ils ont pour m'imprégner au mieux de la culture japonaise, principalement. Bangkok, ça reste des voyages assez réguliers, mais peut-être 2, 3 fois par an. Donc, OK. c'est assez rapide, donc j'essaie de prendre. Macao, c'est pareil, j'essaie de voir ce qu'ils ont à faire, mais ça reste des délais assez courts, donc j'ai pas vraiment le temps et de pousser à Ouais. fond comme je le fais au Japon. Qu'est-ce que tu as découvert, au Japon comme, spécialité sucrée, du coup, qui t'ont particulièrement plu? Moi, le meilleur dessert au Japon que j'ai goûté, c'est une glace thé matcha avec kuromitsu et kinako. Donc le kuromitsu, c'est une sorte de caramel réduit au sucre noir d'Okinawa. OK. Et le kinako, c'est une poudre de soja torréfiée qu'ils mettent par-dessus. Et je trouve que le mélange des trois, en fait, c'est juste parfait. C'est c'est incroyable. Est-ce que d'ailleurs c'est des pays où il y a une grande culture du sucré ou pas? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le Japon, il y a quand même, pas mal de sucré, mais enfin, je pense que par rapport à la France, mais on reste encore un peu en dessous. On est vraiment très, très sucré, mais Bah, nous, en France, je trouve qu'on a l'avantage d'avoir vraiment, que ce soit en cuisine, dans les plats traditionnels, même dans les fromages, enfin, en termes de pâtisserie, on a une gamme de desserts ouais. qui sont juste dingues. Donc,
c'est difficile de rivaliser avec ça. Après, le Japon, non, ils ont plutôt leur pâtisserie traditionnelle qui reste assez simple, assez basique. Mais, euh, mais je trouve que l'avantage du Japon, c'est qu'ils s'intéressent vachement et ils sont assez curieux aussi de ce que nous, on fait en termes de pâtisserie ou de cuisine. Donc, je le vois sur certaines de mes créations dans des desserts ou des pâtisseries. Il y a toujours un retour un peu waouh, on vient de découvrir une chose alors que c'est une religieuse ou un éclair, mais ils ont ce côté aussi assez fasciné de ce que nous on peut apporter en fait en termes de pâtisserie française. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question, c'est est-ce que sur le visuel, tu vois, du coup, un aspect purement esthétique, est-ce que c'est pareil, il y a des codes que tu vois que tu as dû un peu respecter en te disant, bah du coup, eux, enfin, tu vois, en se disant, dans ce pays, t'as plus, enfin, ça va être les marqueurs de quelque chose qui a un joli dessert ou du coup qui a l'air bon. Le visuel au Japon, ouais, je dirais plutôt des choses assez élégantes, assez raffinées, très très minimaliste aussi, un peu dans un certain sens où y a pas de détails en trop au Japon, je trouve. Dans la cuisine traditionnelle, où c'est vraiment le produit, un peu de sauce et c'est tout en fait. Il n'y a rien de plus. Donc ça m'a pris quelques temps de comprendre ça, mais une fois que je l'ai compris, ça a été vraiment de faire des choses très élégantes, très délicates en fait, assez fines pour que dans leur esprit, ça rejoigne un peu leur culture de minimaliste et on met un dessert à la noisette, on fait quelque chose de noisette qui soit facile à comprendre et facile à manger aussi. Ok. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune pâtissier ou une jeune pâtissière qui a envie justement d'aller exercer à l'étranger? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu trouves important de faire, enfin, tu vois, à quoi est-ce que particulièrement faut s'ouvrir? Est-ce qu'il y a des méthodes, entre guillemets, tu vois, de choses à faire quand on arrive dans un pays pour bien le comprendre? Euh, Moi déjà, le conseil que je donnerais aux jeunes qui veulent voyager, c'est d'abord de faire ses armes en France, d'acquérir un certain niveau de base pour pouvoir plus se faire plaisir en fait de partir travailler à l'étranger. Parce que partir trop tôt, en fait, c'est pas que ça te freine, mais c'est que ça te limite dans un certain sens où tu vas aller dans un autre pays, tu vas avoir des techniques, mais ce ne sera pas forcément des techniques plus pointues que nous, on a en France, je trouve. Donc, pour moi, le principal conseil, ça serait ça, c'est vraiment de se former en France, dans des maisons différentes, et ensuite de voyager personnellement pour voir un peu aussi ce qui se passe, pour avoir une meilleure approche dans le monde du travail à l'étranger plus tard. Ok. Et quel conseil est-ce que tu te donnerais, peut-être à toi, enfin, ou à Rita qui commence du coup dans ce métier, dans la pâtisserie, heu, qui a certainement, j'imagine, déjà du coup envie d'aller à l'étranger, qui a envie de tout ça, quel conseil avec du recul tu te donnerais? Aujourd'hui ou quand j'ai commencé? Bah, tu te le donnes aujourd'hui, mais au toi qui a commencé. Je dirais, lâche pas. Tu as des objectifs à atteindre. Ça va être dur, mais persiste et continue parce qu'un jour ça va payer. Tu te donnerais un conseil aujourd'hui? Enfin, il y a un conseil que tu te donnerais aujourd'hui? Parce que je trouve ça très dur d'avoir, enfin, tu vois, je trouve que pour se donner un conseil, il faut avoir assez de recul aussi sur la situation, mais est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais continue à te faire plaisir. Euh, pense à toi et fais ce que tu as envie de faire. Ne t'impose pas de limites et va jusqu'au bout des choses. Qu'est-ce que c'est quoi un peu
tes ambitions, tes envies sur les prochains mois, années en pâtisserie, tu vois, en type de dessert que tu as envie de créer? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, que tu aimerais faire, mais que pour l'instant tu pas encore fait ou? Mon objectif, depuis que j'ai commencé la pâtisserie, pour moi, ça serait de retourner en Polynésie OK. et d'ouvrir. Quand j'ai commencé à la base, c'était une pâtisserie, mais aujourd'hui, ça a un peu évolué et ça serait plutôt un restaurant pour faire un peu les deux, cuisine et pâtisserie en Polynésie. Donc, j'aimerais bien trouver un restaurant vue sur la mer pour, euh, pour manger des plats simples, gourmands et que la cuisine ou le laboratoire soit vu sur la mer aussi, que ce soit le staff ou OK. les clients, on ait chacun la vue sur la mer. Ça me plairait bien. C'est une belle envie. Enfin, effectivement, je suis d'accord, genre travailler avec vue sur la mer, ça doit tout changer, quoi. Voilà. Non, mais trop bien, je te le souhaite, bah, du coup, je te le souhaite vraiment d'ici le moins de temps possible, mais J'ai pas de, j'ai pas de, j'ai pas de date fixée dans ma tête. oui. C'est quand je me sentirai prêt et quand j'ai envie de faire le pas, bah, je prendrai un aller simple et voilà, ça sera fait. De toute façon, j'imagine que, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, mais du coup, j'imagine qu'avant d'ouvrir son propre restaurant, faut, comme tu le disais, faire ses armes et se sentir, suffisamment prêt à se dire: «J'ai assez de technique et cetera, pour maintenant pouvoir me lancer, solo et ne plus avoir justement ce côté». Bah, du coup, il y a quand même quelqu'un qui est là pour te donner un peu des lignes ou ce genre de choses, quoi. Là, du coup, c'est toi, à 100 toi. Mhm. Ouais, exactement. C'est le, je sais pas si c'est le rêve de chacun de pâtissier ou de cuisinier, mais pour la plupart, je pense que un jour, à la fin, c'est d'ouvrir notre propre restaurant ou notre propre pâtisserie pour faire enfin, conclure un peu de tout ce qu'on a appris pour le retransmettre dans nos gâteaux ou dans notre cuisine pour se faire plaisir et pour une sorte de fierté aussi d'avoir fait tout ce chemin pour arriver à la destination finale, c'est d'ouvrir son restaurant, d'avoir son nom sur le menu ou sur le restaurant. Donc c'est quelque chose de satisfaisant et de comme une fierté personnelle. Donc ouais, je pense que c'est ce que je voudrais avoir plus tard. Oui, puis du coup, tu as aussi ce côté, c'est 100 ton univers, quoi. Enfin, je veux dire, du coup, c'est pas juste tu rajoutes ta patte dans l'univers de quelqu'un et parce que mine de rien, quand tu vas travailler pour quelqu'un d enfin, pour quelqu'un, pour un restaurant, pour un groupe et cetera, tu dois forcément un petit peu te calquer sur, la directive, enfin l'univers qui est là. En disant que tu vas forcément amener de ta personne et cetera et c'est ce qui est aussi un peu recherché mais du coup là c'est 100 toi du coup qui décide de l'univers, de te dire: «Bah, en fait j'ai envie de partir sur ça, j'ai envie de faire, exactement tel truc» et ouais, c'est toi qui Pour moi, c'est ça, c'est avoir son business, c'est un peu la liberté totale de faire ce que tu veux. qu'est-ce que ça représente pour toi la pâtisserie? Je dirais la gourmandise en premier lieu. Ce côté très réconfortant dans les desserts simples. J'aime bien naviguer entre l'univers on va dire dessert étoilé dans les restaurants gastronomiques, mais j'adore aussi tout ce qui est dessert de brasserie, une bonne crème caramel, un bon clafoutis. Je trouve que la gourmandise, je pense que ce qui prime d'abord quand on voit un dessert arriver sur la table, c'est que le côté gourmand et le côté j'ai envie de taper dedans. Je suis d'accord, enfin effectivement il y a le côté et du coup même une bonne tarte aux pommes avec une glace vanille quoi. Ouais, c'est parfait. Il faut rien de plus. C'est quoi toi le dessert d'ailleurs qui t'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui? C'est pas forcément un dessert que toi tu as fait, ça peut être un dessert, d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu as goûté, mais qui vraiment t'a marqué et t'a laissé justement encore aujourd'hui, tu vois, ce truc de: «Waouh, ça c'était» On va dire récemment, j'avais goûté un dessert à la tomate et à la fève de tonka. OK. Et en y repensant, là, j'ai encore le goût en tête. Donc, je dirais dernièrement, c'est celui qui m'a marqué il y a même pas un mois à peu près. OK.
trouve ça très intéressant, en fait, le mélange enfin, un peu salé, sucré de la tomate et le côté très épicé de la tonka. Et le mélange des deux, j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est une alliance qu'on voit pas souvent. Tu l'avais goûté où? Dans un restaurant à Osaka. Et Euh, comment ça s'appelle si jamais quelqu'un veut? La Cime, 2 étoiles au guide Michelin. À Osaka. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Je te propose maintenant de te prêter au jeu du questionnaire de Proust, des saveurs pour terminer, cet épisode. Déjà, si toi, t'étais un des desserts que tu as créé, de tous les desserts que tu as pu faire, tu serais lequel? Euh, je pense que je serais la noix de coco givrée. OK. Qu'est-ce C'est qu'il avait ce dessert du coup? Il y avait quoi dedans comme on comme on en a pas encore parlé? un dessert que je faisais au Meurice. C'était une noix de coco en fait qu'on vidait et qu'on polichait et on s'en servait en fait de récipient. On venait recouvrir de sorbet coco, gel coco. On faisait un condiment citron et poivre des cimes pour apporter un côté un peu épicé et on finissait avec des peaux de coco fraîches, donc très tendres, et on finissait avec un espuma et un granit de coco dessus. C'était C'est vrai que ça a l'air, ouais. très, très frais, très léger. Et la plupart des personnes qui l'ont goûté, beaucoup m'ont dit ah, j'aime pas les desserts coco, mais celui-là était très bon. En plus, j'imagine qu'il y a le côté un peu enfin, déjà, tu as le côté ludique, du coup, de la présentation et cetera, mais en plus, je pense que tu as le côté un peu surprenant, du coup, tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant de textures et de trucs différents dans ce dessert-là, quoi. Enfin, c'est pareil, moi la coco fraîche, ça me rappelle aussi quand j'étais petit à Tahiti où on l'ouvrait en deux et en fait on mangeait ça à la cuillère pour le goûter. Quand j'ai fait ce dessert, je voulais amener essentiellement cet élément-là pour rappeler un peu ce souvenir. Il y a quoi d'autre, d'ailleurs, dans tes souvenirs d'enfance, de Tahiti en particulier? Est-ce qu'il y a des saveurs que, du coup, un jour, tu as envie de retravailler? On dirait la mangue verte, donc qui est pas mûre, qui est très croquante, mais qui a une acidité super intéressante, je trouve. OK. Euh, Mais la du coup, que tu manges cru quand même ou tu l'as fait enfin, je sais pas, cuire ou croquante, non, non, croquante, comme ça. Juste épluchée OK. en gros morceaux avec un peu d'épices et on mangeait ça pareil au goûter. Il y a le poé banane aussi, au Tahiti. Donc c'est la banane écrasée avec de la fécule et un peu de lait de coco. Et en fait, on le fait cuire un peu à l'étouffée avec des zestes de citron vert et de lait de coco frais. Et en fait, on mange ça, ça n'a pas vraiment de texture, mais ça a un goût vraiment hyper réconfortant. OK, ouais, c'est et donc ça fait partie des enfin, est-ce que du coup ça fait 2 trucs que, pourquoi pas, tu vois, retravailler en faisant quelque chose de, bah, du coup, comment dire? Genre de niveau un peu plus, gastronomique, mais du coup reprendre un petit peu ces marqueurs-là et en faire quelque chose, Enfin, j'ai pas que j'ai pas de chance, mais le chef du casse n'aime pas la banane. ah, Je je garde mon idée en tête de dessert et je le ferai dans mon restaurant plus tard. mais du coup, quand même, ouais, genre, c'est ça, le faire dans ton resto à toi, d'avoir cette banane et la mangue, du coup, tu l'as déjà travaillée, Mangue verte, ouais, on l'a déjà fait dans un dessert. On faisait mangue fraîche et avec un condiment mangue verte un peu croquant dans le dessert et la combinaison des deux, ça faisait un peu de différence de goût et de texture. Enfin, je trouvais ça intéressant. Je reviens sur la banane d'ailleurs, c'est vrai que c'est un fruit qu'on voit très peu dans les desserts, mais en fait, c'est aussi le côté un peu, comment dire? C'est pas très, très frais finalement la banane. Il y a un côté un peu très gourmand et enfin, tu vois, je trouve que, enfin, du coup, je l'ai plus en idée dans des banoffee pie ou ce genre de trucs, mais du coup, c'est pas vraiment des desserts, enfin, Euh, Après, personnellement, moi, je trouve que c'est pas que c'est sous-coté, mais que il y a pas mal de choses à faire avec la banane. On peut la cuire, ouais. enfin, on en a fait un au Meurice une fois. C'était banane, citron vert et amarante. Et j'avais remis un peu le pot et banane du coup dans ce dessert
Et le chef du casse avait goûté, il avait dit ouais c'est pas mal. C'était un compliment. C'était un bel objectif atteint, quoi. Ouais. Enfin, c'est quoi plutôt, pardon, ton péché mignon? Ça peut être du salé, hein, si t'es plus salé. Du coup, ce petit truc que t'as bien envie de. Moi mon fruit préféré c'est la figue, donc mon péché mignon c'est juste de manger des figues fraîches, les engloutir une par une. Ça c'est mon péché mignon. En plus, comme c'est très court quand même la saison de la figue, Ouais. on est content de. Ouais, j'ai de la chance parce que au Japon il y a une qualité aussi des figues qui est, enfin que pour moi je trouve impressionnante parce qu'elles sont gorgées de sucre et elles ont un goût franchement très très prononcé, donc ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a un ingrédient dont tu peux pas te passer? Si demain je te dis t'as plus le droit de l'utiliser pour le reste de tes créations, ça devient compliqué parce que tu le mets un peu partout. En ce moment je dirais la fleur de sel. Pour balancer un peu le côté des fois trop sucré des desserts. Donc Ouais. je mets toujours un peu de fleur de sel, soit dans un condiment ou même dans un sorbet pour pepser un peu le goût principal, contrebalancer un peu avec le sucré et combiner aussi avec l'acidité et l'amertume. C'est souvent un ingrédient qui revient dans cette question. Je pense qu'il y a souvent fleur de sel, huile d'olive, ce genre de choses. Mais. L'olive aussi, ouais. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ça peut être une saveur que tu as redécouverte, du coup, comme, enfin, tu vois, genre là, par exemple, la tomate tonka, pardon. Mais est-ce qu'il y en a une autre qui t'a marqué? Toujours en sucré ou aussi en cuisine? Bon, ça peut être en cuisine, hein, et qu'après, du coup, tu te dises, tiens, bah, ça là, j'aimerais bien la tester, du coup, côté pâtisserie ou. Hmm, Ben, le dessert que j'avais goûté, Kuromitsu et Kinako, ça quand je l'ai goûté, j'ai voulu en faire un dessert. Donc on a fait un dessert à Esther dans l'esprit un peu soja caramel. Qu'est-ce que, du coup, il y avait quoi? Enfin, comment il se composait? Il y avait des sojas soufflés torréfiés, glace soja. On a porté un peps un peu avec du citron noir pour Ok. balancer. Pareil, une sauce caramel qu'on venait verser dessus, donc qui coulait légèrement, mais qui faisait très, très gourmand, un peu perlé. Une coque en feuille de brique, donc très croustillante, et un praliné soja avec une sorte de panna cotta aussi au lait de soja. Ok. C'est rigolo de travailler le soja comme. Enfin, je trouve que c'est effectivement non plus, c'est pareil, c'est un ingrédient qu'on voit pas de ouf. Enfin, surtout autant travailler d'autant de manières différentes. Je pense que ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans le métier de pâtissier, c'est vraiment ce côté cuisinier aussi, Ouais. de, de, de faire un peu, pas instinctif, mais de concasser, de torréfier, de brûler, de cuire de différentes façons. En fait, c'est beaucoup, je trouve le métier de pâtissier beaucoup plus complet avec cet apport en cuisine, en fait, je trouve pour moi. Ouais, j'imagine. Du coup, effectivement, tu as une autre façon de travailler. Et j'imagine aussi que du coup, enfin, quand on exerce à l'étranger, ça aide un petit peu de justement d'avoir ce truc, enfin, d'aller dans côté cuisine en voyant qu'est-ce que tu fais, etc. pour trouver justement des inspirations. Surtout, j'imagine, du coup, dans des pays où c'est ce qu'on disait, où en fait la pâtisserie, ça va surtout être des pâtisseries traditionnelles, mais où du coup, c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément une, enfin, j'ai pas envie de dire une grosse culture du sucré parce que c'est pas ça, euh, mais tu vois, où il y a ce truc de bah, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en dessert qui n'est pas une pâtisserie traditionnelle, qui s'inspire quand même des saveurs, etc. J'imagine que la cuisine, ça aide beaucoup, quoi. Enfin, de s'inspirer du coup de ce qui est fait en cuisine Ouais, pour le développer en sucré. ouais, c'est ça, c'est de prendre un peu plusieurs techniques qu'en pâtisserie, pas qu'on ne maîtrise pas forcément, mais qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, lier les deux, ça complémente aussi. Et le,
dans la pâtisserie, j'aime pas les pâtisseries en fait qui sont trop carrées, trop moulées. Ouais. J'aime bien aussi un côté un peu plus pas freestyle, mais Bah, je trouve que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, instinctive un petit peu, enfin en tout cas plus enfin je vois très bien, enfin, j'espère que les gens qui nous écoutent voient aussi, mais oui, je vois ce côté effectivement, tu pas une règle, mais peu bordel organisé où c'est dans la ouais, tête, c'est mis comme ça, mais au final ça a un sens et ça a une façon de déguster ensuite qui est réfléchie derrière. je comprends tout à fait. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière, peut-être que ça peut être du coup un cuisinier ou une cuisinière, avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Un pâtissier en tout cas que j'aime bien en ce moment, ce serait plutôt Maxence Barbeau. J'ai pas eu la chance de goûter ses desserts, mais en tout cas en termes de visuel, de ce qu'il fait en termes de création, j'adore ce qu'il fait, donc pourquoi pas un quatre mains à ce niveau-là, ouais. Eh bah, écoute, je te le souhaite et puis j'ai 5 dernières questions, Ouais, du coup. Heu, Plutôt banane ou coco? Coco, Saveur d'automne ou saveur de printemps? automne pour la fille. Moelleux ou croustillant? Difficile, mais je dirais croustillant. Herbe ou épice? Herbe. Laquelle en particulier? En ce moment, j'aime beaucoup la coriandre, qui est assez basique. Et là, j'aime bien aussi enfin, pâtissier avec des herbes un peu style romarin ou thym, des trucs un peu, enfin, plus l'habitude en cuisine, mais Ouais, de les, des herbes plus fortes, ouais, de les allier un peu à des pâtisseries. et enfin, du coup, moi j'avais regardé, avant ça, du coup, c'est les 2 desserts, qu'on voit pas mal sur ton compte Instagram. On en a pas parlé là, mais du coup, ça sera l'occasion d'en discuter. Ton dessert rhubarbe ou le cœur de fraise? J'ai choisi 2 saveurs du printemps, comme on y arrive. Je dirais la rhubarbe. Qu'est-ce La- que du coup, qu'est-ce qu'il avait ce dessert? Comment tu l'as pensé, construit? en fait, c'était un événement pour un événement quatre mains. Donc, un ancien collègue à moi et chef cuisinier du Meurice, à Moribo, qui venait au Japon pour faire le katma avec un des chefs ici à Tokyo. Et en fait, il m'a proposé de faire le dessert du menu. Et c'était un événement pour Dom Pérignon, donc aussi tout autour du champagne. Donc j'avais choisi la rhubarbe et ce côté un peu tressé pour un côté assez esthétique et assez visuel. Donc, et les goûts, c'était rhubarbe et réglisse. Les deux, tout simplement. Bah, écoute, ouais, c'est pareil, je trouve que réglisse et rhubarbe, enfin, tu vois, c'est effectivement pas un mélange qu'on connaît énormément, enfin, une alliance qu'on connaît énormément, non plus, quoi. Euh, L'avantage de voyager aussi, c'est de se créer aussi sa propre bibliothèque de saveurs, on va dire. Et, moi, j'avais vu, quand j'ai commencé le métier, une interview de Pierre Hermé qui disait bah, en fait, moi, j'ai tous les goûts rangés dans ma bibliothèque. Ouais. Et j'en prends un et je prends un autre et voilà, je fais un dessert. Et ça m'a toujours fasciné. Donc, j'essaye au mieux, en tout cas, de reproduire ce- cet univers, de cette palette de saveurs qu'on peut mémoriser pour ensuite les retransmettre dans un dessert. Oui, puis du coup, l'important, enfin, pas l'important, mais ce qui va jouer aussi, c'est de d'élargir, du coup, sa bibliothèque de saveurs, quoi. Ouais. Se dire effectivement, du coup, j'ai beaucoup plus de goût en tête, j'ai beaucoup plus d'alliances aussi. Enfin, comme tu dis, je pense qu'effectivement, les voyages et les autres cultures, ça va aider là-dessus aussi, se dire, bah, en fait, il y a des alliances que nous, on n'avait pas imaginées, mais qui sont en fait complètement classiques ici. Et du coup, tu vas pouvoir te dire, ah bah tiens, bah, du coup, je vais le tester et ça rentre dans ma bibliothèque de saveurs, quoi. Mhm. Ouais, c'est de prendre un peu du. Après, il y a des choses qu'on va goûter, qu'on va pas aimer, donc ça, forcément, on va pas le retenir, mais toujours, toujours s'intéresser, toujours aller chercher un peu le, pas le boui mais la chose un Ouais. peu pas commune pour trouver un peu des saveurs originales aussi pour construire et développer aussi ses saveurs.
Bah, écoute, merci beaucoup, c'était passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs, auditrices qui voudraient le refaire, donc que ce soit, une recette à tester, je sais pas, des ingrédients à goûter, quelque chose à refaire, enfin ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux lancer? Moi, si j'avais un défi à donner, ça serait plutôt de faire plaisir. Donc, ça serait plutôt de la personne demande à son ou sa partenaire le dessert qu'il veut manger et d'essayer de s'intéresser pour le refaire à la maison et de lui faire plaisir. Tu vas faire plaisir à tous les +1 qui vont dire: «Ah bah top, j'adore ce défi». Heu, non mais merci beaucoup. Qui tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Euh, j'aimerais bien écouter un ami à moi. Il s'appelle Younes El Khomri, donc, qui est chef pâtissier à Oslo. Notre rencontre, elle est assez drôle parce que je suis parti un jour en 2018 en sac à dos en Norvège, OK. 3 jours tout seul, et j'ai posté une story d'un endroit que j'aimais bien, et il m'écrit sur Instagram, ah, voilà, je m'appelle Younes, je suis pâtissier, ça fait 2 ans que je suis à Oslo, j'aime bien ce que tu fais, donc si tu veux, je finis le travail, on se rejoint après, et, je te fais découvrir un peu la ville. Et là, ça fait 8 ans qu'on se connaît maintenant. Je suis allé 4 fois en Norvège. Il est venu plusieurs fois à Paris quand j'y étais, et on s'écrit souvent et on s'appelle souvent. Donc, il a pas mal voyagé, il adore la photographie, donc je pense que ça peut être un très bon sujet avec lui aussi. Ah bah, trop chouette. En plus, c'est tu vois, du coup, sur les parce que j'aime bien, du coup, discuter avec, bah, comme toi, des gens qui sont un peu expatriés un peu partout parce que je trouve qu'effectivement, ça apporte aussi une autre richesse, d'avoir, une autre culture et c'est vrai que j'ai un peu fait tout ce qui va être plutôt les États-Unis ou effectivement en Asie, mais pas énorme enfin, pas du tout, du coup, sur, la Norvège ou ce genre de pays donc très envie de pouvoir discuter de ça. Les pays Merci nordiques, beaucoup pour cette recommandation. les pays nordiques, il y a beaucoup de choses intéressantes aussi à voir en termes de culture. Il y a des Ouais. choses qui se passent qui sont très intéressantes aussi dans ce coin-là. Ah oui, c'est clair. Donc, bah, écoute, merci beaucoup pour cette recommandation. Je vais le Ouais, contacter. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter avec toi, c'était passionnant. Je suis très contente d'avoir pu, découvrir tout ça, échanger autour de, bah, de toutes ces cultures différentes, ces goûts, ces saveurs et cetera. Donc merci beaucoup. merci à toi. Et puis je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Ça de continuer un peu à développer sa curiosité, toujours s'intéresser aux petites choses, euh, à apprendre un peu du meilleur des autres pour grandir et de s'inspirer toujours plus, et de rester soi-même, toujours, toujours soi-même. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, merci à toi, et avec plaisir aussi. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @learvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!